Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de la transparence et de l'actionnariat salarié. On va en parler avec Damien Grandemanche, directeur général de Lucas. Il nous expliquera bien comment ça se passe à l'intérieur de son entreprise. La pause café, évidemment, comme chaque semaine, avec Caroline Ricross pour une nouvelle chronique. Et puis le cercle RH aujourd'hui, métier, agriculteur, leurs difficultés, les transformations de ce métier, les innovations aussi, et puis la diminution du nombre d'agriculteurs, mais aussi de salariés agricoles. On fera le point avec nos invités dans quelques instants, dans un contexte de tension sur le prix des matières premières et notamment du prix du blé. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, la réalité virtuelle au service de l'orientation et de l'insertion professionnelle. On en parlera avec Vincent Olivier à la fin de notre émission, fondateur et CEO de Métier 360. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, on va parler de l'actionnariat salarié, de la transparence aussi d'ailleurs des salaires. Actionnariat salarié qui est un sujet, j'allais dire, presque de campagne présidentielle, même si on n'en a pas beaucoup parlé. Je crois que le candidat Macron a parlé des dividendes salariés, me semble-t-il. Et on en parle avec Damien Grandemanche. Je vais être le directeur général de Lucas, avec 2 C, entreprise de la tech, hein, on est d'accord ? Exactement. De logiciels. Oui, on est un éditeur de logiciels RH qui a une large gamme de produits, que ce soit les notes de frais, la gestion des entretiens annuels, la préparation de la paye, le suivi des congés, des heures supplémentaires, etc. Vous avez signé une tribune, je cite le titre, pourquoi la transparence des salaires ne devrait pas être un sujet. Et j'ai envie de poser la question à l'envers, pourquoi c'est un sujet ? Tabou, j'ai envie de rajouter. Et c'est la question qu'on se pose tous. Chez Lucas, ça fait depuis 20 ans qu'on existe. Depuis 20 ans, on pratique la transparence des salaires et on n'y voit que des bénéfices. Aujourd'hui, chez Lucas, tout le monde sait exactement combien gagne son collègue, combien gagne tout le monde. Et ça, c'est un gage déjà d'égalité, de justice entre les salariés, parce qu'on ne pourrait pas avoir expliqué des différences trop importantes. Et je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles c'est tabou dans certaines entreprises, parce que les écarts salariaux seraient compliqués à expliquer. Nous, on a des grilles qui sont transparentes. Tout le monde connaît le salaire de tout le monde et du coup, tout le monde est traité sur un pied d'égalité. Et ça permet aussi de s'assurer qu'on reste toujours cohérent avec le marché, au recrutement et dans l'évolution de carrière des salariés. Juste d'un point de vue concret, les salariés, quand ils rentrent dans l'entreprise, il y a 300 collaborateurs, un peu plus de 300 collaborateurs. Tout à fait. Quand ils rentrent, il y a différents sites. C'est affiché, c'est sur un ordinateur, c'est sur un logiciel, il faut faire un code. Comment on accède, j'allais dire, voilà, de manière un peu vulgaire et directe au salaire de son collègue pour savoir, tiens, il est à combien, comment ça se passe ? Eh ben, on a un logiciel, on est éditeur de logiciels, donc on a un logiciel qui sert à ça justement, qui gère les rémunérations. Et donc du coup, il suffit de se connecter à son espace et on peut avoir accès aux rémunérations et même à l'historique de rémunération de tout le monde de la société. C'est quoi l'esprit ? À la fois, vous dites que c'est une manière aussi de pouvoir éviter les trop grands écarts, et puis c'est aussi une manière, peut-être, il y a un débat sur l'égalité homme-femme au niveau des salaires, qui permet à tout le monde de voir que finalement, salaire à métier égal, salaire égal, parce que c'est ça l'objectif aussi. Exactement. L'objectif, c'est d'avoir une forme d'équité, et puis c'est de s'assurer qu'on reste cohérent avec le marché pour pouvoir continuer à recruter, parce qu'on a des gros enjeux de recrutement pour les prochaines années. On est déjà 300, mais on vise d'être 900 en 2025. Ça fait 600 personnes à recruter d'ici là. Donc pour nous, la politique salariale est un enjeu important. À la fois, c'est un outil de rétention, et si je comprends bien, c'est aussi un outil de marque employeur pour dire, voilà, chez Lucas, quand vous venez, les choses sont transparentes. On est bien d'accord que ça démarre du patron, du sommet de la pyramide, c'est-à-dire votre salaire, hors prime. Il y a tout. Comment ça se passe ? Alors chez Lucas, il y a une autre spécificité, parce que j'allais dire, ça s'intègre dans une culture d'entreprise plus globale, effectivement, qui nous sert à attirer, à retenir les talents. Chez Lucas, les salaires sont transparents, les décisions de la direction sont transparentes, les résultats financiers de l'entreprise sont transparents, et il n'y a pas de variable individuelle chez Lucas. Donc le salaire qu'on voit, c'est le salaire full fixe. Il n'y a qu'un variable chez Lucas, il est collectif, et c'est pour tout le monde le même, que ce soit le dernier arrivé ou le PDG, tout le monde touche le même, c'est l'intéressement. Parlons de l'actionnariat salarié.
Comment ça se passe? Là aussi, c'est j'allais dire presque dans l'éthique de l'entreprise à sa naissance, où je dirais vous avez pris, comme beaucoup d'entreprises, le train en marche. Vous vous êtes dit c'est important d'avoir de l'actionnariat, ou dès le départ, lorsque l'entreprise est créée par Gilles Sadger, je crois, qui est le fondateur, le président de Lucas, il se dit il faut mettre de l'actionnariat. Comment ça se passe ça? Parce que c'est un sujet entre nous avec les sujets pouvoir d'achat des salariés qui est quand même un peu dans l'actualité. Tout à fait. C'est un sujet qui est très vieux chez Lucas. Je ne pense pas qu'on ait suivi une quelconque mode. Ça fait depuis, je pense, une quinzaine d'années que Gilles a été rejoint par d'autres salariés. Et très vite, il a offert son capital à l'ensemble des salariés. À une certaine partie des salariés. Aujourd'hui, on est 51, pour être précis, salariés qui sont actionnaires de Lucas sur les 300. Donc, effectivement, il faut avoir une certaine ancienneté. Il faut avoir démontré aussi sa compétence et son importance dans l'entreprise pour pouvoir y accéder. Mais ça reste très large. 51 sur 300, ça montre bien qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont accès au capital. Alors, pour qu'on soit précis, parce qu'il y a l'intéressement, il y a l'actionnariat, on mélange un peu tout. On est dans de l'intéressement ou on est dans le partage des fruits des dividendes? Alors là, on parle vraiment de l'actionnariat salarié. Donc ça veut dire que des salariés vont payer de leur poche des actions Lucas pour devenir propriétaires, ce qui représente d'ailleurs une prise de risque. Certains se sont endettés, comme moi, pour acheter des actions, ce qui montre vraiment leur attachement à l'entreprise et ce qui montre aussi leur croyance dans le fait que ça va pouvoir fonctionner et qui pourront en retirer les bénéfices. Mais qu'est-ce que ça change pour vous? Vous êtes le directeur général au sommet de cette pyramide. Qu'est-ce que ça change, j'allais dire presque psychologiquement, quand on sait qu'on n'est pas que rémunéré par un salaire, mais qu'on a aussi des actions dont de temps en temps on regarde l'évolution du cours, j'imagine, qui sont d'ailleurs liées directement aux résultats de l'entreprise. Ça change quoi? Alors ça change beaucoup de choses et ça participe, comme l'intéressement, comme la transparence, à un système qui est responsabilisant pour les salariés, en fait. Les salariés sont impliqués davantage dans le projet d'entreprise et tout le monde tire dans la même direction. Chez Lucas, cette culture d'entreprise permet d'avoir une forme de collégialité très importante également. Je veux dire, quand on partage les décisions de la direction sur Slack, sur notre outil de communication, et que chacun peut réagir, on voit bien que ça crée un mode de fonctionnement qui est différent. Donc chacun est impliqué dans le fonctionnement de la société et tire la société vers le haut. Parce que si vous avez fait cette tribune, là, pourquoi la transparence des salaires devrait être un sujet, c'est que quelque part, vous voulez faire aussi entendre la voix de Lucas en disant mais pourquoi on ne pourrait pas le généraliser, le pérenniser? Parce qu'on voit qu'il y a des exemples, vous faites partie des bons élèves, la qualité de vie au travail, l'égalité homme-femme, la transparence. En fait, vous êtes très minoritaire dans le paysage français. Et c'est dommage. Effectivement, moi j'ai connu un certain nombre d'entreprises avant de rejoindre Lucas et la transparence des salaires n'avait jamais été appliquée. Donc on voit bien qu'on est un cas particulier. Et quand je suis arrivé, je trouvais ça un peu surprenant, surtout la transparence des décisions de la direction. Ça faisait une culture du débat à laquelle je n'étais pas habitué parce que je venais d'entreprises qui étaient très hiérarchiques. Mais franchement, je n'y vois que des bénéfices après 3 ans passés dans l'entreprise. Et je pense que beaucoup d'entreprises gagneraient à adopter ce système. Il y a des grincements dedans parce qu'on a eu une entreprise il y a quelques mois qui était venue nous parler de cette transparence des salaires pour reboucler notre échange. C'est compliqué pour les RH. Est-ce que ça mobilise différemment les RH, la façon dont, et les managers, la façon dont on attribue les augmentations de salaire? Comment ça se passe, puisque tout est transparent? Tout à fait. La transparence, c'est un challenge pour les managers parce que du coup, ça nous oblige à réfléchir vraiment aux bonnes raisons avant de prendre des décisions. Parce qu'on sait que les décisions vont être débattues. La grille des salaires en particulier, c'est un point particulièrement sensible qui est très discuté. Donc ça oblige les RH, ça oblige la direction à se poser toutes les bonnes questions avant pour pouvoir communiquer sur une grille avec les arguments clairs que tout le monde puisse comprendre. Mais le gros bénéfice, c'est qu'il n'y a pas de politique d'entreprise après chez Lucas. Une fois que les choses sont dites, comme elles sont dites devant tout le monde, il n'y a pas après... devant tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a une réunion générale ou par visio, par site? Oui, on fait ce qu'on appelle des all-hands meetings, désolé pour l'anglicisme, de manière très récurrente, dans laquelle on annonce ce genre de décision devant toute l'entreprise en visioconférence. Et une fois par trimestre, on se réunit tous également en présentiel pour avoir ce type de réunion. Donc les négos sont terminés, là, sur les salaires, les NAO sont terminés, vous avez terminé. Là, vous avez... au mois de janvier. Au mois de janvier, en février, donc vous avez octroyé combien là? Comment ça s'est passé? Alors cette année, on a fait des belles augmentations parce que les résultats nous le permettent. On a fait une très belle croissance l'an dernier de 50%. Et vous continuez puisque vous embauchez là? Oui, mais c'est pas une fin en soi d'augmenter. Enfin, on est content de pouvoir partager la valeur de l'entreprise, mais l'idée c'est toujours de rester aligné sur le marché pour pouvoir continuer à attirer des talents et pour retenir les bons. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc cette grille, elle a fait l'objet d'un travail qui a été long et fastidieux de benchmarker chacun des emplois chez Lucas par rapport au marché pour les villes où on est présent, à savoir Paris, Marseille et Nantes aujourd'hui, et on est en train d'ouvrir Genève et Barcelone. Donc les RH ont effectivement fait ce travail très fastidieux de benchmarker chacun des postes chez Lucas. Je vous repose la question, la transparence va jusqu'aux primes, parce qu'il y a souvent dans les négociations de salaire
un employeur qui vous dit, bon écoutez, là, c'est compliqué de vous augmenter de 5%, 3%. En revanche, je vais vous octroyer une prime, qui est une forme de bonification, de remerciement. Comment ça se passe chez vous? Là aussi, vous étalez tout, les primes, tout est mis? Alors, il n'y a pas de prime individuelle, il n'y a pas de variable individuelle chez Aucune Lucas. variable. Même pour les commerciaux, ça n'existe pas chez Lucas. Donc effectivement, ça aussi, c'est quelque chose d'assez original. Ça, c'est une révolution, ça. Qui fait partie de la culture d'entreprise. Là aussi, j'ai été surpris en arrivant chez Lucas, mais je vois beaucoup de bénéfices parce que du coup, ça évite d'avoir des bisbilles entre services, entre même les commerciaux eux-mêmes qui essaient de se piquer les bons leads, les leads les plus prometteurs. Et ça évite d'avoir des batailles entre les consultants qui disent qu'ils déploient des projets qui ont été très mal vendus et parce que les sales ont essayé de faire leur objectif coûte que coûte. Ça évite tout ce genre de discussion. Ça n'empêche pas que les personnes qui sont plus performantes progressent plus vite et donc on leur fixe qui augmente plus vite. Donc ça permet d'avoir une forme de méritocratie et de récompenser les meilleurs. Néanmoins, il n'y a pas de variable individuelle chez Lucas et c'est une règle qui existe depuis le début et à laquelle on tient beaucoup. Le seul variable, il est collectif, c'est l'intéressement pour aligner les objectifs de tout le monde sur celui de l'entreprise qui est de faire de la croissance sur son revenu récurrent. Avant de nous quitter, vous avez un objectif de 1000 salariés en 2025. Enfin, c'est quand même pas rien puisque c'est aujourd'hui 300 collaborateurs. C'est-à-dire qu'en 3 ans, vous allez tripler avec les bureaux que vous ouvrez, vous l'évoquiez à Genève et à Barcelone. Vous faites partie finalement des métiers de la tech où on entend tous les patrons, les directeurs généraux nous dire on ne trouve pas, on n'a pas les talents. Est-ce que vous pensez que cette stratégie, qui est vraiment ancrée dans l'ADN de la boîte Lucas, c'est une manière aussi d'attirer des talents? Oui. On voit bien que le marché de l'emploi est tendu, vous avez raison, en particulier sur des populations de développeurs, de product managers. Ce n'est pas d'ailleurs les seuls qu'on recrute, on recrute également des commerciaux, des consultants. Dès lors qu'on respecte quand même les salaires de marché, c'est très important. Le fait d'avoir une culture différenciée, on voit que ça nous permet d'attirer un certain nombre de personnes et ça nous aide dans le recrutement. Maintenant, recruter 600, 700 personnes dans les 3 prochaines années, c'est quand même une gageure pour nos RH. Donc il faut qu'on soit toujours plus créatif dans notre culture d'entreprise pour attirer et retenir les meilleurs. Avant de nous quitter, dans les fiches de poste, en tout cas lorsque vous présentez sur les job boards les postes, Lucas, le télétravail, vous l'avez intégré, la qualité de vie au travail, ça c'est des arguments que vous mettez dans vos fiches de poste ou en tout cas dans les annonces d'emploi? Tout à fait, le travail hybride aujourd'hui fait partie de la société, c'est une forte demande, on voit bien même aujourd'hui le marché de l'emploi est tellement tendu que les candidats ils le disent de but en blanc parfois alors que c'était un sujet qui était un peu tabou il y a encore quelques années, ils disent moi je veux télétravailler à hauteur de tant de jours par semaine. Donc nous effectivement on a une charte évidemment, mais on l'a même déclinée par département en disant en adaptant les règles. Évidemment un développeur, un commercial n'ont pas forcément besoin d'être au bureau sur la même proportion de temps. Donc on autorise en fonction des services entre 2 et 4 jours de télétravail par semaine et on a même quelques exemples de personnes qui sont en full remote et pour lesquelles ça se passe très très bien. Donc c'est sur la base du volontariat, ceux qui veulent être en full, ou c'est vous qui dispatchez le full remote et le présentiel ou l'hybridé? C'est une discussion. Comme je le disais, il y a des règles par département et chaque cas après est investigué avec l'équipe RH parce qu'il y a des risques évidemment d'isolement, des risques bien sûr. auxquels il faut faire attention. La médecine du travail peut même ponctuellement être impliqué, mais on essaie de l'ouvrir de manière la plus large possible parce qu'effectivement aujourd'hui c'est un vrai argument pour attirer, retenir les talents. On a même fait un logiciel qui est dédié à la gestion du télétravail et qu'on a lancé il y a 2 mois. En vous inspirant de vos propres expériences. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant, ça part de chez vous et ensuite ça devient un logiciel que vous pérennisez. Merci Damien Grandemange, directeur général de Lucas. Pourquoi la transparence des salaires ne devrait pas être un sujet? Vous retirez tabou, vous ne voulez pas le mettre, le mot tabou, dans votre tribune? Non, on peut le mettre. Voilà. C'est vrai que c'est un tabou en France. On voit bien que personne ne dit son salaire. C'est pas le cas dans les pays anglo-saxons, par exemple, ou aux Pays-Bas. À découvrir sur quel site, si on veut la lire? Je suis désolé, j'en ai fait plusieurs. Je ne pourrais pas vous le dire, mais vous êtes un homme qui écrivait beaucoup. Merci Damien Grandemange de nous avoir rendu visite. On fait tout de suite la pause café. Il y en a chez Lucas aussi, j'imagine. Pause café, évidemment, comme chaque semaine, avec Caroline Ricross. La pause café avec Caroline Ricross. Comment ça va, Caroline? Ça va bien, et toi, Arnaud? Et toi, on peut se tutoyer, parce que dans la vraie vie, on se tutoie, c'est vrai. La pause café aujourd'hui, alors vous, de semaine en semaine, vous nous faites découvrir comme ça des choses un peu iconoclastes, un peu étranges. Et ça, c'est ce dont vous allez nous parler est assez dingue. C'est des boulots un peu spéciaux, alors inventés par des Japonais, parce qu'il faut quand même préciser que ça part du Japon. C'est ça. Alors il s'appelle Soshi Morimoto et il a trouvé le filon pour gagner sa vie sans rien faire de spécial. Il est âgé de 38 ans. En fait, il loue ses services à des particuliers en échange
d'absolument rien. C'est en quelque sorte un homme de compagnie, Arnaud, dont la mission est simple. Il doit juste être présent auprès de ses clients. Il n'a pas à faire la conversation, ni rien de spécial. Il a juste à être là, en fait. Et ça marche au Japon. Il croule littéralement sous les demandes. Alors, il aurait eu l'idée de ce travail après avoir lu le philosophe allemand Nietzsche, comme quoi ça amène à tout. Résultat, il y a 4 ans, il décide de quitter son emploi dans une maison d'édition pour se consacrer, du coup, à son nouveau métier. Donc, il n'y a pas d'échange d'argent, mais qui fait appel à lui ? Eh bien, quelle que soit la situation, l'idée est bien sûr de rompre sa solitude. Alors, beaucoup de ses clients font par exemple appel à ses services pour parler de quelque chose dont ils n'osent pas parler avec leur famille ou encore leurs amis. Soji Morimoto ne donne pas son avis, il ne juge pas, il est juste en fait une oreille anonyme. D'autres font appel à lui pour une sortie au restaurant ou encore dans un café. Mais il y a aussi des demandes plus insolites, comme par exemple cette femme qui a fait appel à lui pour qu'il la regarde en train de signer ses papiers de divorce. En fait, elle ne voulait pas être seule dans ce moment-là difficile pour elle. Un homme lui a aussi demandé de rester à ses côtés sans rien dire, juste pour ne pas être seule là aussi, pendant qu'il rédigeait sa thèse. Et puis Soji Morimoto a aussi accompagné un client pour attraper des papillons dans un parc. Il a également attendu un client près de la ligne d'arrivée d'un marathon parce que le sportif ne voulait pas être accueilli par son entourage à l'arrivée de ce marathon. Alors, j'évoquais le fait qu'il n'était pas, mais enfin, il gagne quand même sa vie, cet homme, avec cette... Oui, il est quand même... C'est un métier au sens de l'échange d'argent. C'est ça, c'est un service. Tout à fait, et c'est vraiment son emploi. Alors, au début, il proposait ses services gratuitement, mais évidemment, vu que ça marche, désormais, il facture 10 000 yens, c'est-à-dire environ 80 € la prestation. Et puis, les clients doivent également payer sa nourriture et les transports. Aujourd'hui, il voit à peu près 3 ou 4 clients par jour, et il dit avoir déjà rencontré 3000 personnes depuis le lancement de son entreprise, en fait. C'est quoi ? C'est devenu une célébrité ? Parce qu'il est tellement célèbre que ici sur le plateau de Smart Job, vous en parlez. Donc c'est vrai que ça a traversé les continents. C'est une petite célébrité en effet au Japon. Il est même connu sous le nom de l'homme qui ne fait rien. Il a un peu plus de 500 000 abonnés sur Instagram et il est invité sur les plateaux télé. Le Washington Post lui a même consacré un reportage et puis il a inspiré 3 livres et même une série télévisée au Japon. Ça nous paraît improbable en fait de louer ici chez nous en France quelqu'un, mais au Japon, ça se fait, ça se pratique. Ça n'a en effet rien n'est dit dans le pays. Au Japon, de plus en plus de personnes de tout âge vivent seules, ce qui entraîne forcément des changements dans la société. En 2015, les foyers comptant une seule personne représentaient 14,50% de la population. Et d'après l'Institut national de la population et de la recherche sur la sécurité sociale au Japon, ce chiffre pourrait représenter 40% de la population d'ici à 2040, alors que la démographie du pays poursuit son déclin. Conséquence, la solitude devient forcément un véritable business. Des entreprises comme par exemple Family Romance ou encore Client Partner proposent de louer un proche pour se sentir moins seul. Les employés sont des acteurs en fait qui sont capables de jouer divers rôles. C'est terrible. C'est assez terrible. Par exemple, une actrice peut jouer le rôle de votre compagne pour vous accompagner au restaurant ou encore dans un café. Mais c'est pas une escort girl, excusez-moi d'être un peu concret. Non, ce n'est pas une escort girl. Non, parce que pour le coup... Non, ce n'est pas une escort girl, elle est juste là pour vous accompagner, mais en attendant, vous payez. Et puis, autre exemple, la société Ikemezo permet à une femme triste de louer un bel homme, on dit Ikemen, afin qu'il pleure en sa compagnie. Même société, ça c'est un métier ça. Cette même société met également ce service à disposition des entreprises afin de soutenir leurs employés parce qu'ils sont au bout du rouleau ou encore des particuliers qui peuvent faire appel à cette entreprise pour pleurer dans les bras de quelqu'un. Alors Caroline, on franchit une étape pour terminer, on reste, j'imagine de nouveau au Japon, mais c'est louer une personne en surpoids. Là c'est glauque. C'est plus que choquant. Ce service existe en fait depuis l'an dernier. Son nom, Debukari. Le concept, pour 15 € de l'heure, vous pouvez louer une personne qui pèse plus de 100 kilos. Vraiment, c'est pas une blague. Pourquoi faire ? Eh bien, voici les explications du fondateur qui s'appelle Monsieur Bliss. D'après lui, les sociétés et particuliers peuvent s'octroyer les services et la présence d'une personne obèse en vue, par exemple, d'essayage de vêtements pour un proche que vous avez qui est en surpoids. Donc, vous voulez que quelqu'un essaye des vêtements, vous faites appel à cette personne en surpoids. Pour lui éviter l'humiliation de les essayer lui-même. C'est exactement ça. Vous pouvez aussi faire appel à une personne en surpoids pour tourner une publicité ou encore pour faire la promotion d'un régime ou tout simplement pour vous sentir mieux dans votre corps parce que vous allez être à côté d'une personne qui est en surpoids et donc vous vous sentirez bien mieux. Dans un communiqué de presse, l'entreprise précise qu'il n'y a rien de péjoratif ou dégradant dans ce service. On en doute légèrement quand même. Au contraire, les personnes concernées doivent juger l'initiative comme
positive et valorisante. Pour postuler, il faut donc avoir quand même plus de 18 ans et peser, comme je vous l'ai dit au début, plus de 100 kilos. L'intégralité des 15 € est reversée à la personne louée si la demande vient d'un particulier. Il y a quand même de nombreuses entreprises qui proposent des activités sur le fond, parce qu'au-delà de ces personnalités atypiques, c'est quand même la solitude qui est traitée à C'est travers exactement ça. Au Japon, du coup, comme de plus en plus de personnes sont seules, évidemment, les entreprises mettent en place des activités, notamment pour des personnes seules. Certains bars et restaurants proposent par exemple des espaces pour qu'une personne seule ne se sente pas mal à l'aise, justement parce qu'elle n'est pas accompagnée. Et ces restaurants proposent également des menus adaptés à l'appétit, encore une fois, d'une personne qui est toute seule. Pour se défouler, il existait aussi des baiting centers ouverts jour et nuit qui permettent de frapper des battes de baseball en solitaire, là aussi. En fait, au Japon, le consommateur solitaire est vraiment devenu une cible privilégiée des entreprises. Il a même un nom, Oitorizama, qui veut dire littéralement une personne. Merci Caroline, qui a fait quand même beaucoup de progrès en japonais dans cette chronique. Je retiendrai L'homme qui ne fait rien. Je trouve que c'est presque un titre de livre ou de film. Merci Caroline. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Vous allez rester au Japon comme ça ou vous faites Non, je vais changer. Voilà, elle fait le tour du monde avec cette pause café. On fait une courte pause. On se retrouve juste après pour le cercle RH. On va parler du métier agriculteur. On parle plus de paysans. Vous avez remarqué depuis fort longtemps, on parle d'agriculteur. C'est un métier qui traverse une crise, diminution du nombre d'agriculteurs, de salariés agricoles aussi, une production plus importante et évidemment dans l'actualité un contexte de crise et de pénurie, notamment des matières premières comme le blé par exemple. À quoi ressemble ce métier ? Est-ce qu'il y a une crise des vocations ou est-ce que les urbains par exemple ont envie d'aller cultiver la terre ? On en parle avec mes invités juste après la pause. Le cercle RH, notre débat quotidien. Métier agriculteur. C'est intéressant parce qu'on reçoit beaucoup d'entreprises de la tech, d'entreprises qui innovent, du tertiaire. C'est très intéressant aujourd'hui de nous arrêter sur des entreprises qui nous nourrissent. Vous avez vu, je dis entreprise. Bon, je dis plus paysan, on parle d'agriculteurs. Certains parlent même de chefs d'entreprise qui travaillent la terre, ce qui est une évolution importante. Et on va en parler avec deux acteurs. Ils ont les pieds sur terre, c'est le cas de le dire. Christophe Grison, merci d'être avec nous, président de la coopérative Val France. Bonjour. Bonjour, membre du conseil d'administration de la coopérative de la coopération agricole. Et par ailleurs, c'est intéressant, vous êtes président du groupe de la coopération agricole au CESE, au Conseil économique et social et environnemental. Il ne faut pas oublier le E. On parlera d'environnement dans un contexte un peu particulier quand même avec la crise ukrainienne. Vous êtes le nez devant les ordinateurs depuis presque un mois maintenant. On en parlera avec vous. François-Étienne Mercier, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vice-président en charge du dossier installation, formation, transmission au JA aux jeunes agriculteurs. 143 hectares en Meurthe-et-Moselle, en grande culture. Colza, blé d'hiver, on est d'accord ? Je vais en oublier. Orge, d'hiver et de printemps pour la bière ou l'alimentation animale et du tournesol. Je me tourne vers vous parce que quand on regarde les chiffres, 82, il y avait 1,6 million d'agriculteurs. On en a aujourd'hui 400 000. C'est un des métiers qui a le plus perdu en effectif et paradoxalement, il a continué à plus produire. Machinisme, machine, innovation. Comment vous vous situez quand vous êtes dans un dîner entre amis et des gens qui ne sont pas de ce milieu, en ville, j'allais dire, vous présentez comment ? Chef d'entreprise, agriculteur, paysan, parce qu'il y a un vrai débat presque politique sur les mots qu'on utilise. Entrepreneur. Entrepreneur. On est des véritables entrepreneurs. On est des chefs d'entreprise qui cultivons la terre, qui élevons des animaux pour nourrir la population. Mais on reste avant tout des véritables chefs d'entreprise. Nos exploitations sont des entreprises à spécificité agricole, mais ce sont des entreprises. Et ce qui est important, c'est qu'en venant sur un plateau de télévision, vous êtes aussi un ambassadeur de votre métier. Est-ce que ce métier vous rend fier ? Est-ce qu'il vous donne du sens ? Parce que depuis des mois, sur ce plateau, on a des chefs d'entreprise qui disent les salariés cherchent du sens, ils ne le trouvent plus. Est-ce que vous avez trouvé le sens, pour faire un peu de philo, à votre vie ? Totalement. On a la chance d'avoir un métier de plein air où on est notre propre patron et où on nourrit la population. Et effectivement, depuis l'arrivée du Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions sur le sens de leur métier et est-ce qu'ils arrivaient à donner un sens un peu à leur vie ? Et en tant qu'exploitant agricole, en tant que chef d'entreprise dans l'agriculture,
moi j'estime que oui, mon métier a du sens, c'est de nourrir la population française, aussi nourrir à l'export. Et effectivement, je suis très fier, et les jeunes agriculteurs, généralement, on est très très fiers de notre métier. Je donne la parole à Christophe Grison, parce que le modèle coopératif français, il est envié, il fonctionne, mais combien de salariés agricoles vous avez dans votre exploitation, 143 hectares, pour faire vivre l'entreprise? J'en ai pas. J'ai pas de salariés. 143 hectares tout seul? Oui. En grande culture, oui. Wow. Et après, j'ai une exploitation qui est un peu plus grosse que la moyenne, oui. mais je suis en zone intermédiaire. Je n'ai pas une capacité de production importante. Quand dans les plaines céréalières, ils font 100 quintaux ou un peu plus. Vous êtes à combien, vous? Moi, je suis aux alentours des 75. Ah oui, c'est pas la plaine Beauceronne, ouais, d'accord. Non, j'ai besoin d'un peu plus de surface pour recréer du volume. Exactement. Ouais, bien sûr, oui, récompensé par la surface. Christophe Grison, dans quel état d'esprit vous êtes? Parce que le monde agricole, il est chahuté depuis longtemps. Il est en pleine transformation. Et là, on a un jeune agriculteur des JA qui dit d'entrée, moi, je me sens plus entrepreneur qu'agriculteur. Oui. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ah oui, effectivement, nous sommes des chefs d'entreprise. On s'adapte à la conjoncture, on répond à un marché, on répond aux nouvelles attentes sociétales. Voilà, notre métier est en perpétuelle évolution. Mais moi, j'ai la même fierté que les JA, même si je suis un peu plus vieux, hein, j'ai 54 ans. Mais voilà, j'ai la même passion du métier, de nourrir la population, de produire proprement, d'améliorer nos pratiques agricoles, de répondre, je vous disais, aux attentes sociétales qui ont évolué. Hein. On les entend, on les écoute. Et il n'empêche qu'économiquement, il faut qu'on s'adapte. Donc le prix du blé flambe, mais aussi le prix des intrants, les engrais. Les fameux intrants. Oui, les fameux intrants. On doit résoudre une équation, produire plus, produire mieux, mais tout en faisant attention à nos marges, à nos coûts. Et moi-même, vous parliez du personnel, moi j'ai 2 activités sur ma ferme. J'ai les grandes cultures, comme mon voisin, céréales, orge. C'est Seine-et-Marne et Oise, hein? Oise. Oise, on est d'accord. Je suis à la limite de la Seine-et-Marne, pas très loin de Paris. Et j'ai aussi développé un magasin à la ferme en circuit court pour répondre aux attentes sociétales. Mais voilà, donc j'ai... Vous vendez quoi? Donc des légumes? Des légumes. Donc vous faites un peu de maraîchage aussi à côté? Exactement. Et là ça demande de la main-d'œuvre. Exactement. Vous parliez de la main-d'œuvre tout à l'heure, je vais rebondir. Donc le maraîchage est très gourmand en main-d'œuvre. On est à 3-4 salariés l'été pour cueillir, planter et tout. Un kiel avec le gel, juste pour rester dans l'actualité? Non, parce qu'on est descendu à moins 2,5, ça va. Et vous avez mis les desserts et tout ça, donc c'est passé. Concrètement, restons un mot sur les intrants, parce que les Français, dans un sondage IFOP, justement de la coopération agricole, vous avez la cote, le monde agricole a la cote. Vous avez une très bonne image sur près de 4 Français sur 10 qui seraient d'ailleurs, disent-ils, prêts à embrasser une carrière d'agriculteur. On va y venir, de ces urbains que vous voyez arriver, parfois un peu naïfs, qui ne connaissent pas le métier, mais qui y croient. Sur les intrants, c'est pour les écologistes des produits chimiques qui polluent la terre. Dans quel état d'esprit vous êtes quand on vous interpelle sur ces sujets ou que vous entendez des débats politiques, parce que c'est l'actualité, qui disent le monde agricole, effectivement, met des intrants, des engrais chimiques, parfois des pesticides. Qu'est-ce que vous dites? Je démarre. Bah, démarrez, oui. Juste un chiffre, parce que souvent on parle, oui, vous en mettez trop, vous mettez trop de produits phytosanitaires. Il faut savoir qu'en 10-15 ans... Les engrais, c'est pas les phytos, on est d'accord. Les phytosanitaires. Il faut bien le distinguer. On est passé de 120 000 tonnes de produits phyto à même pas en dessous de 60 000 tonnes, en même pas 10 ans. Donc on a fait des efforts. Donc voilà. Mais par contre, un blé, une culture, pour pousser, elle a besoin d'engrais, et quand elle est malade, elle a besoin de produits phytosanitaires. L'engrais, c'est quoi? C'est de l'azote? C'est de l'azote, c'est du phosphore, c'est de la potasse, qui malheureusement vient souvent d'origine russe, d'où la problématique dans ce moment. Mais voilà, donc on est obligé, quand la plante est malade, de la nourrir comme un animal, comme un être humain. Voilà. Mais on a à cœur d'en mettre le minimum possible. Mais on a quand même réduit de moitié. Et ça, c'est pas assez connu du grand public. Je suis d'accord, on n'entend pas ce chiffre. Vous êtes dans le état d'esprit parce que les jeunes agriculteurs, vous êtes la relève de la profession, c'est-à-dire qu'on a encore l'image du paysan, son petit tracteur sans cabine, un peu fumant. Et puis vous incarnez cette nouvelle génération. Vous êtes dans la prise de conscience environnementale, justement? Mais totalement. Après, on répond à une demande du marché. À la sortie de la guerre, la France a passé un pacte avec ses agriculteurs qu'il ne fallait plus du tout qu'on connaisse une famine. Clairement. Comme on avait connu pendant la guerre. Il fallait cultiver. On a demandé aux agriculteurs
de produire et de produire massivement. D'où l'arrivée... Et de se mécaniser. Et de se mécaniser, d'où l'arrivée de produits chimiques qui ont permis d'augmenter notre productivité. Et aujourd'hui... Donc ça, vous n'étiez pas né, enfin, excusez-moi de vous dire. Ça, c'était votre génération, la génération de vos grands-parents. J'étais pas né, mais aujourd'hui, on parle encore plus aujourd'hui d'arriver à une autonomie alimentaire. Donc on nous demande toujours aux agriculteurs de produire de la matière alimentaire pour satisfaire les besoins de la population. Après, les nouvelles générations, on a à cœur de faire ce que déjà mes parents ont commencé à faire, de commencer à produire mieux, et parce qu'on on a appris que... Mieux, ça veut dire moins de volume d'intrants et de pesticides ou de phytosanitaires. Moins d'impact environnemental. Moins d'impact sur la terre et l'environnement. Et de les raisonner. Aujourd'hui, avant, à la sortie de la guerre, on a dit vous avez des problèmes d'insectes, il faut traiter. Et on traitait en systématique nos cultures. Mais François-Étienne, de vous à moi, de toute façon, pour se le dire entre nous, vu le prix et l'augmentation des prix sur vos intrants, la tonne était à 300, enfin je regardais un petit peu 300, vous êtes passé quoi, à 1000 la tonne bientôt là 900 000, oui. Donc, vous allez donc être obligé de fait de repenser la manière dont vous cultivez la terre. Il n'y a pas le choix, sinon vous n'aurez aucune marge. De disponibilité aussi. Et de disponibilité de la matière première. Mais même dans l'hypothèse qu'elle soit disponible, elle coûte trop cher. Vous n'avez plus de marge. Et puis même si elle ne coûtait pas cher, notre but, ce n'est pas quand même de se recréer du travail pour le plaisir, de mettre des produits si notre plante n'en a pas besoin. Aujourd'hui, on soigne nos plantes quand elles sont malades. Quand il y a des insectes qui sont nocifs pour nos plantes, il y a des stades à partir duquel un trop grand nombre d'insectes nous oblige à intervenir, sinon on perd toute notre récolte. Et dans mon cas, je suis céréalier, j'ai une paye une fois par an, que si jamais j'arrive à faire ma récolte. Donc si je perds une partie de ma culture, l'année dernière j'ai eu des gros dégâts sur mes tournesols de corbeaux, tout de suite c'était moins 30 000 € sur mon chiffre. Des nuées de corbeaux qui sont venus Exactement. Au moment où le tournesol était mûr, enfin c'est ça, ils viennent picorer. Non, avant. Dès la levée. À la levée. Dès la levée, oui, ils tirent en fait le début de graines, ils mangent la graine. Et il n'y a pas de tournesol qui pousse, quoi. Et donc, vous avez perdu combien de produits en volume, là, sur la surface tournesol? Un quart Sur ma surface de tournesol Ah non, j'ai perdu 75%. J'avais qu'une seule pièce. 75%. Ah oui, ça a été une catastrophe. Excusez-moi de revenir sur vos 143 hectares et puis sur les vôtres. Alors, on a vu qu'il y avait de la main-d'œuvre sur le maraîchage, mais on arrive à une situation incroyable avec la technologie. C'est-à-dire qu'un seul homme peut piloter 143 hectares. Enfin, c'est colossal. Comment vous faites en termes technologiques? Parce que il y a moins de salariés, mais j'ai le sentiment, quand je connais un peu l'agriculture, quand on rentre dans les tracteurs, on est loin du vieux tracteur. C'est une technologie dingue. Enfin, je ne sais pas. Totalement. Vous avez investi aussi, là. Totalement, oui. J'ai investi dans des tracteurs, dans du matériel de précision pour semer. Bien sûr, bien sûr. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est hyper attractif pour les jeunes générations qui s'intéressent un peu à l'agriculture. On a un métier totalement innovant. Avec les nouvelles technologies. Et ça, c'est plaisant aussi pour les personnes qui ne sont pas forcément issues du milieu agricole, et on peut trouver son bonheur dans l'agriculture via cette partie innovation. Aujourd'hui, je fais passer des drones au-dessus de mes cultures pour savoir justement quelle quantité d'azote ma culture a besoin, et encore une zone par rapport à une autre. Ce qui permet de doser au bon endroit et de mettre la bonne dose. La bonne dose au bon endroit. Comment ça se passe de votre côté? Parce que vous êtes sur les mêmes problématiques. On voit bien entre le machinisme et la chimie qui a accompagné les 30 Glorieuses, et puis aujourd'hui la prise de conscience environnementale, climatique. Vous avez le sentiment de faire une révolution, où vous étiez prêt, et que globalement, vous êtes tout à fait prêt à assumer ce choc climatique? J'ai envie de dire, on a toujours amélioré nos pratiques, mais c'est malheureusement assez méconnu de la société en général. Et moi, donc, comme on le disait en préambule, je suis président d'une coopérative, et dans ma coopérative, donc la coopérative Val-France, qui a 1400 agriculteurs... En grande culture, c'est des produits, d'accord. Oui. On est là pour les accompagner, pour les faire évoluer. On accompagne aussi les jeunes agriculteurs dans leur installation financièrement. On a une charte, d'ailleurs, que j'ai amenée ici, mais on a une charte pour l'installation des jeunes agriculteurs. C'est-à-dire que si vous lui donnez quand ils s'installent? Exactement. On l'aide financièrement. Pendant tant d'années, on te prend les agios, tu payes à échéance après la moisson, et on l'accompagne aussi dans l'agronomie, dans le conseil, dans l'évolution. Et voilà, parce que quand on arrive jeune agriculteur, on a des problématiques économiques, mais aussi des problématiques agronomiques, pardon. Et donc, on est là pour l'aider
Tiens, ouvrons la page, puisque vous ouvrez par cette charte que vous faites signer, donc qui est une charte d'engagement. Comment ça se passe, les installations, les arrivées, puisqu'il y a eu le débat sur la jachère, là, vous avez vu récent, je ne sais pas où on en est d'ailleurs, si on va récupérer nos jachères, puisque oui ou non, juste parenthèse, c'est de l'actualité. Honnêtement, c'est un effet d'annonce qui est intéressant, mais on ne pourra pas retourner toutes les jachères en France pour les rebasculer en culture, puisque on ne peut pas faire de blé. On a le droit qu'à des cultures de printemps. Et moi, j'ai reçu justement une chaîne parlementaire la semaine dernière. On est allé voir des jachères qui étaient hautes comme ça. Et le coût en énergie, en temps passé, pour tout retourner, pour détruire, bah oui, désherber, retourner, pour remettre la terre clean. Et en priori, le gouvernement nous sollicite plutôt à faire des légumineuses, ce qui n'est pas une chose facile. Et les jachères, on ne va pas se mentir, c'est souvent les terres un peu moins productives. Ouais. Ça passe pas économiquement. Oui, vous avez choisi pour les jachères les terres qui vous donnaient moins. Les installations, parce que vous vous en occupez, puis je vais vous entendre aussi. Est-ce qu'il y a une nouvelle génération d'agriculteurs? Alors, c'est-à-dire pas votre profil, parce que vous êtes fils d'agriculteur. Vous avez passé un bac S, je crois. Oui. Puis ensuite le BTS agricole, puis un diplôme. Bon, vous êtes totalement complet sur ce métier. Mais on voit quand même, là, avec l'ère Covid, vous avez peut-être eu ou rencontré ces Parisiens ou de gens de la ville qui viennent et qui se disent bah, j'y vais. Vous en avez croisé? Oui, énormément, de plus en plus. Mais après, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, les chiffres, c'est quoi? Vous l'avez rappelé, une diminution du nombre d'agriculteurs en France. Et quand on regarde la pyramide des âges, aujourd'hui, quasiment la moitié des agriculteurs vont pouvoir prendre leur retraite de 2023 à 2027. Voilà, il y a un trou. Donc, il va falloir qu'on installe massivement. Et aujourd'hui, si on prend tous les enfants d'agriculteurs, les fils et les filles, déjà, il faudrait les forcer, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais on ne comblerait pas cette vague. Mais comment on fait là concrètement devant nous, en faisant énormément de communication, parce qu'on a beaucoup de personnes justement qui s'intéressent à l'agriculture. Il faut continuer, parce que par le passé, l'agriculture était un peu une voie de garage, quelque chose de peu valorisant. C'était pas un métier noble. Non. Vrai. Aujourd'hui, ça a pris beaucoup de noblesse. La technologie, ça donne vraiment un sens au métier. Oui, et puis le rapport aussi à la terre, à ce qu'on mange, à ce qu'on va donner à manger. Enfin, il y a quand même ce rapport-là. Exactement. Ils sont différents, les urbains, j'allais dire, de vous qui avez vécu dans ces zones. Je suis un ancien urbain. J'ai habité Paris toute ma jeunesse, et la ferme de mon grand-père. Donc on peut sauter une génération. Totalement. On peut habiter Paris, boulevard des Batignolles, et arriver sur une ferme agricole. C'est tout à fait concevable. Partie 18e ou partie 8e d'ailleurs. Mais ça veut dire que quand vous passez le pas, vous, il y a quelques temps maintenant, qu'est-ce que vous vous dites? C'était quoi la mission que vous vous étiez donnée quand vous avez choisi de devenir agriculteur? Moi, c'était parce que c'était la ferme familiale qui était un petit peu en sommeil. Et je me suis dit, tiens, pourquoi un défi? Ouais, c'était un défi personnel. Puis vous imaginez un Parisien qui arrive dans l'Oise dans les années 90. Tout le monde me regardait comme ça. Comment on s'intègre d'ailleurs? Parce qu'il y a j'ai fait mes preuves, j'ai travaillé, j'ai été tout seul comme toi sur la ferme et j'ai bossé sérieusement. Et finalement, je me suis fait accepter par mes pairs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils m'ont élu à la tête de la coopérative et qu'aujourd'hui, je suis en représentation pour les défendre au quotidien. Mais une question qui est plus macroéconomique. Il y a un enjeu de remplacement d'exploitation parce qu'il y aura un trou, des départs à la retraite. Le compte n'y est pas. Comment on fait? On démultiplie les formations, les BTS agricoles. Qu'est-ce qu'on peut inventer pour donner envie de revenir en... On a pris une initiative avec les jeunes agriculteurs et l'enseignement agricole et la coopération agricole. Et on propose une initiative qui s'appelle « Demain, je serai paysan » pour communiquer. Ah, vous dites paysan. Vous avez vu comme les mots ont un sens. Mais parce que, vous êtes marketing, là. Non, mais je suis pas là pour opposer les systèmes. Parfois, certains s'appellent paysans, d'autres agriculteurs. Mais moi, j'ai quand même un entrepreneur à côté de moi. Oui, mais c'était une marque qui avait déjà été déposée. C'est pour ça que c'était la facilité de reprendre ce nom-là. Parce puis ça dit quelque chose. Déjà un peu connu. Et effectivement, ce terme est apprécié justement par les populations urbaines qui ont tendance à vouloir s'intéresser à l'agriculture. Et cette action-là a pour but justement de revaloriser les métiers de l'agriculture et faire la promotion, pas du métier d'agriculteur, mais des métiers de l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, il manque quand même 300 000 postes autour de l'agriculture. C'est-à-dire, c'est quoi? Ceux qui accompagnent, ceux qui conseillent, ceux qui soignent, les vétérinaires? Il y a un problème de vétérinaires. Dans toutes les organisations agricoles, les fermes, mais aussi les coopératives, des négociants, des chambres d'agriculture, il y a de l'emploi partout. Mais je ne vous ai pas laissé terminer, mais vous dites on lance cette initiative sur ce... c'est quoi? Comment ça va marcher? Parce que là, vous allez lancer des banderoles, vous allez faire des publicités à la télévision, parce que... Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Les chaînes YouTube et compagnie, et puis voilà. Ils répondent, je réponds,
je décide de renverser la table, d'arrêter ce métier, je veux me lancer dans l'agriculture, je vois qui me reçoit? Il y a plein d'organisations agricoles qui sont là pour ça. Hein. Le premier point, si La première on a étape. des personnes qui ont envie de s'installer, c'est les points accueil-installation. Aujourd'hui, il y a des points accueil-installation dans tous les départements et qui sont là pour vous orienter. Faire le point avec Département, vous sur, votre conseils projet. départementaux, chambre d'agriculture, chambre d'agriculture, d'accord. Dans la plupart des cas, c'est chambre d'agriculture. Il y a des jeunes agriculteurs, le syndicat des jeunes agriculteurs qui en détiennent. Mais le but, et on a un cahier des charges précis, c'est justement d'accompagner et d'orienter les porteurs de projets qui ont une idée d'installation. Et bien souvent, on réoriente des personnes qui n'ont pas de formation d'abord vers la formation. Oui, d'accord. Parce qu'on ne peut pas se permettre de tout plaquer son métier, de devenir agriculteur. Parce que c'est un métier. Parce que Ah oui. c'est un véritable métier. Et aujourd'hui, ce que jeune agriculteur aimerait changer, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut devenir agriculteur. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme pour être agriculteur. Combien de temps, parce que ça c'est important, il y a des types qui sont dans des bureaux devant leur ordinateur et qui turbulent à cette idée, qui se disent c'est quelque chose qui m'habite, je veux le faire, je vais le faire. Combien de temps faut-il pour, j'allais dire, un peu passer du tertiaire à l'agriculture? C'est 8 mois, 6 mois? Combien de temps pour avoir le tronc commun? C'est plus long quand même. On est sur du temps long. Rien que la partie administrative, Oui. un porteur de projet qui a trouvé son exploitation. Il faut d'abord qu'il l'ait trouvé. Une fois qu'il l'a trouvé, rien que il l'a trouvé, il va réfléchir sur quelle production il va faire, sur quelle forme sociétaire il va avoir, et passer aussi dans les instances administratives qui vont valider justement l'installation. Il faut 1 an. Donc, pour quelqu'un qui a envie de changer de vie, effectivement, ça se prépare. En plus, s'il n'a pas de formation, il faut qu'il y ait une formation agro quand même, un minimum. Pas forcément agro. C'est quoi la formation, Christophe? Un brevet, un BEP adulte, voilà, pour aller assez vite. Hein. On y apprend quoi? On y apprend les techniques de culture, les plans, l'administratif. Un peu d'administratif surtout. Puis même aussi les techniques, je dirais, de culture, les dates, les saisons. Les... Mais ça encore, vous avez pas mal de gens sur le terrain qui sont là qui vous accompagnent. Il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire 1 an déjà. Alors juste un mot, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi je préfère faire du maraîchage. Je pars plutôt sur des petites surfaces, parce qu'il y a quand même ces enjeux, près des villes, pour être dans les cycles courts, vous l'entendez beaucoup. Oui. Ils sont moins attirés, j'allais dire, par la grande culture, par les grandes fermes, comme vous avez tous les deux. C'est économique, parce que c'est plus simple de s'installer sur une petite surface, économiquement, que de reprendre une grosse exploitation, enfin une ferme. Non, je veux dire par là, c'est souvent de père en fils ou des gens de l'agriculture qui reprennent les grandes surfaces. De moins en moins. De moins en moins. Aujourd'hui, 30% des installations qui sont faites avec le dispositif d'aide à l'installation créé par Jeunes Agriculteurs et l'État, 30% de ces personnes ne sont pas issues du milieu agricole. C'est pas rien. Et aujourd'hui, on fait 12 000 installations en France. Donc, on a de plus en plus de personnes qui ne sont pas des fils, des filles, des petits-fils d'agriculteurs et qui s'installent. Et ça, c'est pareil. On a de plus en plus aussi de femmes qui s'installent. 30% des installations sont des femmes. Et on a tendance, dans l'imaginaire, à se dire que le métier d'agriculteur, c'est quelque chose de dur, où il faut être un grand gaillard. Ça s'est amélioré, costaud, je pense. La technologie pour accrocher, ça c'est les goupilles. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, parce que ça fermerait aussi la porte à ces fameux urbains. Concrètement, pour terminer, l'avenir de l'agriculture ici en France, parce qu'il y a un double débat qui est sur vos épaules. C'est notre autonomie alimentaire, on ne l'a pas, on va l'avoir difficilement. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude? Au-delà des prix, vous allez gagner beaucoup en vendant le blé et vos grandes cultures, mais vous allez beaucoup perdre en mettant des intrants. Donc au final, l'un dans l'autre, je pense que vous êtes dans le brouillard. Mais est-ce que notre autonomie alimentaire, c'est une question que vous vous posez? Vous dites, nous tous ensemble, on est capable d'être autonome, ou vous dites, la France n'est pas capable d'être autonome, sur certaines cultures d'ailleurs, parce que parfois on est sur certains produits et on ne l'est pas sur d'autres. Comment vous voyez l'avenir là? Je pense que la France a une vocation de production. Pour la France, c'est une vocation à exporter. Ça a toujours été. Et il ne faut pas renier ça. Donc on n'arrête pas l'exportation? Non, surtout pas. Parce que on parle des pays du nord de l'Afrique, Maroc, Tunisie, Égypte, tous ces gens-là, il faut qu'on les nourrisse. Sinon, on va... Mais ils produisent aussi, eux. Mais très peu. En grande culture, assez peu, ouais. Au Maroc, ils sont soumis à une sécheresse terrible. Donc il faut absolument qu'on aide ces pays-là à acheter nos céréales. Donc il faut qu'on ait une vocation, la France doit avoir une vocation exportatrice, n'en déplaise à certaines ONG qui disent qu'il faut qu'on produise que du blé franco-français. C'est ce que j'ai entendu. Mais on n'a pas le marché pour ça, il faut absolument qu'on exporte. La France était un grand pays exportateur, il faut qu'on retrouve cette souveraineté alimentaire pour aider nos amis du nord de l'Afrique à manger à leur faim.
quand vous dites souveraineté alimentaire, c'est contradictoire avec l'idée qu'on exporte. Parce que si on exporte trop, on va être obligé nous-mêmes d'importer. Non, mais vous en pensez quoi chez les jeunes agriculteurs ? Nous, on pense que, de toute façon, les agriculteurs, on s'est toujours adapté et on continuera à s'adapter. Il faut juste qu'il y ait une demande publique sur un peu du long terme. Ça ne change pas tout le temps, quoi. Après la guerre, on nous a demandé de produire massivement pour arrêter les famines. On l'a fait, sauf qu'aujourd'hui, pour une culture de blé, je mets 1 an pour créer ma culture de blé et avoir du blé à vendre. Des animaux, c'est pareil, pour faire de la viande, pour faire Il faut du les lait. nourrir, ouais. Il faut les nourrir, il faut les faire grandir. Ça prend énormément de temps. Donc, il nous faut du temps long et il nous faut de la visibilité à long terme. Et après, je pense que si demain, on nous dit qu'il faudrait qu'on arrête d'exporter et qu'on nourrisse que la population française, on pourra le faire. Mais il ne faut pas que 2 ans après, on nous dise non, il faut arrêter parce qu'on a une possibilité d'exporter. D'ailleurs, ce n'est pas que de la faute de la France, c'est l'Europe, puisque certains, j'ai entendu Jean Lassalle là hier, qui disait de toute façon c'est l'Europe, c'est la PAC, c'est l'organisation européenne qui met notre monde paysan agriculteur dans le mur. Ça agace quand même ça, la PAC. Non, mais par contre, suite à la crise ukrainienne, effectivement, on va peut-être revoir la copie de la PAC. Il faut qu'on continue à respecter l'environnement, produire en respectant beaucoup plus l'environnement. Par contre, la nouvelle proposition de la PAC, il y avait une grosse encore plus verte. Baisse de production et on allait un petit peu trop loin. Qui est 3-4% de jachère dans nos fermes, ok, ça va. Mais on ne veut pas passer à 10-15%, ce serait trop dangereux pour la ferme France. Pour les urbains que je suis ou l'urbain que je suis, passer de 10 à 15% de jachère, ça veut dire quoi? Donc moins de volume de production. Sur sa ferme de 143 hectares, vous avez 14 hectares. Vous aurez plus de 15 hectares qui seront en jachère. C'est quoi l'objectif? De moins produire? De mettre de la biodiversité en place. Alors, on peut entendre que ça peut être un côté sympathique. Et pas créer des immensités de culture. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Donc c'est une volonté écologique menée par le Parlement européen, en tout cas par la Commission européenne. C'est ce qu'on appelle un peu le verdissement de la PAC. Mais voilà, nous, en tant qu'agriculteurs, on considère qu'on peut faire les deux. On peut produire, respecter l'environnement, et c'est ça notre cœur de métier. Je vous pose la question à vous, Christophe. Je m'autorise à penser que vous êtes un peu plus âgé que François-Étienne. Ça se voit. Peu. Vos enfants reprennent ou pas? C'est mon fils qui a 21 ans, c'est le dernier. Mes filles ne reprennent pas. Et mon fils, quoi qu'il se passe, il reprend. Il va commencer sa carrière comme double actif. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc il aura une activité tertiaire ou autre. Exactement. Et puis il va quand même travailler. Au fur et à mesure, peut-être que dans quelques années, il se penchera sur le dossier. Ça doit vous faire plaisir en tant que père de famille. Vous dites qu'il ne lâche pas totalement la terre. Bien sûr. Mais par contre, ça ne sera pas forcément qu'avec le même projet que son papa. Donc il faut qu'il réfléchisse. Il va faire quoi, lui? Il faut qu'il réfléchisse à une diversification. Il ne faut pas faire le même modèle que ses parents. Il faut réfléchir à d'autres choses. Le monde agricole, le monde évolue. Il faut que le monde agricole évolue aussi. Vous faites un métier de stratège, on ne le dira jamais assez. Ce n'est pas que planter des graines, c'est aussi de la stratégie, de choix de produits, de plantes qui sont parfois très rémunératrices. Je pense que le colza fut un temps où je crois même que le colza est très bien. Et puis, ça a bien baissé. Ça a baissé. Voilà, j'ai un expert, mais je crois que le colza était très haut fut un temps. Mais le colza était très haut pour une récolte qui était la récolte 2021, qui n'est plus en stock. Qui n'est plus en stock. C'est fini. Dans 20 ans, vous voyez toujours agriculteur? Ah oui, totalement. Et toujours engagé à l'idée de faire venir, parce que c'est l'intérêt de l'émission, de dire mais venez faire ce métier. Mais chez les agriculteurs, je pense qu'on préfère tous avoir des voisins nombreux plutôt que des hectares. C'est aussi l'aménagement du territoire aussi. Exactement. Et on est riche de la diversité de production, de la diversité d'agriculteurs qui ont tous potentiellement des envies différentes. Et je pense que ça, c'est une très très grande richesse en France. À condition de pouvoir répondre aux besoins du marché. Exactement. Vous êtes quand même extrêmement tenu, et c'est aussi une particularité de votre métier, à un marché mondialisé. Vous êtes la tête en Australie, au Brésil et à tous les pays. Et je pense à l'Ukraine, qui est un gros producteur de blé. Oui. Ça va manquer. 16%. L'Ukraine plus la Russie, c'est 16% du blé dans le monde. Colossal. Donc il va y avoir des tensions très fortes. Et notamment dans les fameux paniers du Maghreb qui, eux, ont l'habitude d'acheter en Ukraine et en Russie parce que c'est un peu moins cher que la France, on ne va pas se mentir. Donc tension, parce que les normes d'ailleurs ne sont pas les mêmes, faut-il le préciser. Effectivement. Il faut quand même Ils ont le droit à des produits qui sont complètement interdits Exactement. En France. Il faut le dire. La façon dont on cultive en Ukraine, ce n'est pas les mêmes méthodes culturelles faites par vous. Vous voyez, on parlait de la ferme de mon GIA, là, mais moi j'ai visité une ferme en Russie de 40 000 hectares. Donc c'est quoi la bonne taille d'une bonne ferme aujourd'hui? Oui, ça aussi, dans l'image de l'agriculture qu'on a, on n'a pas forcément l'image réelle d'une exploitation agricole. Quand on compare l'élevage, on a tendance à imaginer que toutes les bêtes sont resserrées, un peu comme dans les exploitations au Brésil. Bien sûr. Quand on montre des images d'agriculteurs qui mettent des produits pour soigner leurs plantes, on voit les hélicoptères qui passent. Sûr.
Bah non, ça, c'est pas ce qui se produit en France. Merci à vous. Comme dans les livres d'école, quand j'étais petit, on voyait des moissonneuses-batteuses, une trentaine alignées pour faire les moissons aux États-Unis. Enfin, c'est extravagant ces images, et qui existent toujours d'ailleurs. Merci, ça m'a fait vraiment plaisir de vous accueillir et de nous faire partager votre passion de ce métier. Christophe Grison, merci, président de la coopérative Val France, membre du conseil d'administration de la coopération agricole, et vous êtes au CESE, justement en charge du groupe coopération agricole. Merci à vous, François-Étienne Mercier, de nous faire partager votre passion. Jeunes agriculteurs et vice-président en charge du dossier installation, formation, transmission. C'est à lui qu'il faut demander quand vous avez un besoin, notamment côté Meurthe-et-Moselle, j'imagine. C'est plutôt par là que ça se passe. Et partout en France. Partout en France. Il est mobile. Merci. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler recrutement et innovation, justement, dans le recrutement. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi avec Now Jobs, l'application qui simplifie vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi. On va parler aujourd'hui de la réalité virtuelle. Mais en parlant recrutement, oui, c'est possible. On va en parler et on va même parler de réalité virtuelle au service de l'orientation et même de l'insertion professionnelle. On en parle avec Vincent Olivier. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes le fondateur et CEO de Métier 360, métier avec un S. Et vous êtes venu avec... Alors comment ça s'appelle l'objet que vous avez là ? C'est un casque de réalité virtuelle. C'est un casque de réalité virtuelle. Comment ça fonctionne, votre concept d'orientation ou d'insertion professionnelle en virtuel ? Comment ça marche ? Alors, on fournit une solution qui est destinée en particulier aux professionnels qui accompagnent des jeunes ou des personnes en reconversion vers une nouvelle formation ou un nouvel emploi. Donc, c'est un outil que vous pouvez trouver en mission locale, chez Pôle emploi, chez des coachs, etc. Et qui va permettre de venir enrichir un parcours d'accompagnement d'un moment où on prend le casque, on le met sur la tête et on va être en immersion dans un monde professionnel. Et cette immersion va permettre de maturer un peu son projet, de réagir, de savoir si on a envie d'aller plus loin ou pas. L'idée, ça permet aux jeunes de quoi ? De s'immerger, puisque la réalité virtuelle, c'est de la 3D. C'est ça. Et on est projeté dans un univers. Alors, je ne sais pas ce que on choisit. C'est le formateur qui dit, tiens, tu veux découvrir le métier de... Voilà, alors le plus intéressant, c'est sans doute le travail avant. Pourquoi tel métier, pourquoi tel univers, donc poser des questions. On fait de l'amont. Exactement, voilà. Alors, donc là, selon le public, selon la personne, évidemment, les techniques d'accompagnement sont différentes. Mais l'idée, c'est d'avoir une intention, de se dire, tiens, est-ce que les travaux publics sont faits pour moi, par exemple ? Voilà. Et après, on va partir en immersion, donc ça va durer 5-6 minutes. On va être plongé, c'est de la vidéo, donc c'est très réaliste. On a l'impression d'être sur un chantier. On voit des gens travailler. On les écoute nous raconter leurs sensations. On enlève le casque. Et c'était bien, c'était pas bien. Et là, on continue le travail avec le médiateur. Donc, il a posé le casque, il a pris le temps nécessaire pour observer les scènes, les bruits de chantier. Donc, c'est relié au son, j'imagine, parce qu'il faut qu'il y ait le son. Ouais. Et puis ensuite, là, il y a un diagnostic. J'aime bien, j'aime pas. Et s'il dit j'adore ? Tant mieux, super. 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 Et là, à ce moment-là, parce que vous êtes l'outil technique, qui est un outil d'appui. Vous le dites, à Pôle emploi, aux formateurs. Exactement. En fait, vous y mettez ce que vous voulez, en fait. C'est quoi ? C'est un logiciel qu'on glisse dedans ? Comment ça marche ? Alors oui, après, c'est une application, il y a des vidéos. Et on fait tout un travail en fait, de production. Donc, il y a 150 métiers qui sont représentés maintenant. Et c'est vous qui fabriquez vos immersions ? Oui, c'est nous qui les produisons, mais pas tout seul. On le fait en partenariat avec des fédérations professionnelles, avec des régions, avec des entreprises. Et ce qui fait que dans les 5-6 minutes où on va vous présenter l'univers je reprends les travaux publics, ou je sais pas moi, la boulangerie, ou les métiers liés au recyclage, enfin bref, il y a tout un tas. Comme on ne le fait pas tout seul, on a des partis pris, on va choisir certains angles d'attaque, certaines façons de présenter les univers professionnels, mais c'est des choses qu'on aura discutées avec nos partenaires, et donc de cette façon, on essaye d'être, aussi pertinent que possible sur les problématiques qu'on va mettre en valeur. J'espère que vous allez me laisser essayer votre appareil, mais il y a une forme de subjectivité, on le sait dans nos métiers avec l'image, pour montrer un métier qui est parfois pas super valorisé ou valorisant. Je pense au recyclage. Ouais. Vous avez peut-être plutôt tendance à montrer des belles images, ou vous êtes dans la vraie réalité ? On filme. Donc, on filme à 360, donc vous voyez tout autour de vous. Et puis on filme des vrais gens qui travaillent pour de vrai. Ça donne quand même assez peu de place à la subjectivité, à la créativité. Alors par contre, oui, c'est vrai qu'on fait attention au casting, on essaie de choisir des choses qui sont intéressantes, mais c'est vrai. Et donc, je reprends là le boulanger-pâtissier, ça commence, il est 2h du matin, c'est la nuit, quoi. Les boulangers, c'est travailler la nuit.
Et là, sur l'outil que vous proposez donc à vos clients, parce que vous avez, c'est l'esprit start-up, hein, votre entreprise à l'origine c'est une start-up qui a grossi, qui n'est plus une start-up. Vous êtes entre les deux. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous disent des retours d'expérience qu'ils ont de votre outil? C'est-à-dire que ça permet, je dirais, un déclenchement plus fort, plus net. Ouais, ce qu'on nous dit, c'est que ça libère la parole. C'est-à-dire alors d'abord, c'est sympa à faire. Bah oui, c'est très ludique. Là, on est content. Clairement. C'est réaliste, donc on fait un stage qui va durer 5-6 minutes, c'est pas grand-chose, mais on a ressenti quelque chose. Et ce ressenti, cette émotion, eh ben on a envie d'en parler. Alors, ça peut être positif, ça peut être négatif, hein, mais l'important c'est que ça libère la parole, et ça je crois que c'est très précieux pour tous ceux qui font ce travail d'accompagnement. Alors, métier 360, vous l'évoquiez, c'est Pôle emploi, ça semble assez logique, parce que la personne va dire, bah, écoutez, si vous voulez vraiment vous rendre compte, essayez cet outil métier 360, très bien. Est-ce que dans votre développement, il y a aussi des écoles? Parce qu'il y a tout un débat sur les conseillers d'orientation qui sont souvent un peu critiqués, contestés, avec des intercalaires, enfin on l'a tous vécu, je pense que ça n'a pas dû beaucoup changer, ou un petit ordinateur vieillot. Est-ce qu'il faut doter aussi les lycéens de cet outil? Donc, on le fait déjà, hein, on équipe... Ça existe déjà? Oui, on équipe beaucoup de régions qui ont maintenant la compétence sur la découverte des métiers en milieu scolaire. En Bourgogne, en Nouvelle-Aquitaine, en Aura, en Occitanie, enfin bref, on en fait pas mal. Et ben, c'est exactement la même chose, en fait. C'était un outil... Alors, les publics ne sont pas les mêmes, les problématiques ne sont pas les mêmes, mais quand on a 15-16 ans, alors on a encore moins de représentation du monde professionnel, on se pose encore plus de questions. Fin de collège, quoi. Ouais, c'est ça commence quatrième. Le fameux stage de troisième. Exactement, voilà. Et donc, pour eux, c'est super, c'est super utile parce que ça leur ouvre un peu les horizons et ça leur permettra de faire des choix, alors de spécialité au lycée ou de famille de métiers en lycée pro ou d'alternance. Enfin, bref, faire des choix qui vont être inspirés par déjà une certaine représentation de ce vers quoi ils pourraient aller. On l'essaie ou pas? Ah bah ouais, on peut. Qu'est-ce que vous me proposez comme métier? Il faudrait qu'on fasse le travail avant. Vous avez envie de changer de métier? Ouais, j'aimerais bien être fleuriste. Pourquoi? Parce que j'aime les fleurs. Donc en fait, là, je vais vous amener vers tous les films où il y a un rapport avec le vivant et avec la nature. Très bien. Et donc on va regarder peut-être... en fleuriste, on l'a pas. Mais on va regarder des choses sur... travailler avec le vivant. Donc on va regarder l'agriculture, on va regarder... Tiens, l'agriculture, c'était le débat juste avant, ça m'intéresse. Et ben voilà, on va vous emmener dans une ferme. Je reste pas 6 minutes, hein, je veux juste voir, c'est la première fois en vrai que j'essaie ce type d'appareil. Ouais. Et vous dites que ça crée une libération de parole quand on retire le masque, en fait. Oui, exactement, c'est-à-dire que... Vous n'avez pas envie de me le faire essayer, en fait? Si, je pourrais, mais je ne sais pas si... Vous n'êtes pas sûr que ça marche, c'est ça? On n'est jamais sûr, ça reste un objet technique. Mais voilà, donc je vais vous emmener, par exemple, sur cette exploitation agricole. Et en débriefant, en fait, finalement, vous allez peut-être me dire, il est vachement polyvalent. Parce que dans la façon dont on a construit ce film-là, vous allez voir que certes, il y a un moment où il nourrit les vaches, etc. Mais à un moment, il est avec son engin, son tracteur, et il y a un problème mécanique. Puis après, vous allez le voir le soir devant son ordinateur, et vous êtes waouh. C'est ce qu'on évoquait, un chef d'entreprise. Hein, il nous reste 1 minute 30. Il ne faut pas perdre trop de temps si vous voulez que je l'essaie. Vous appuyez sur le petit bouton pour voir. Allez, c'est parti. J'espère que ça marche. Donc, on le démarre. Donc vous le démarrez pour faire tourner et vous choisissez le film. On va se retrouver sur une espèce d'interface un peu à la Netflix. Hein, donc voilà. D'accord. Avec le regard, je vais pointer, je vais appuyer ici et ça va lancer la vidéo. Ok. Alors attention, ça va bien démarrer évidemment. Ça charge. Bon, déjà, ça veut dire que c'est bon signe quand ça charge. Ouais, plutôt. C'est assez saillant quand même ces lunettes, faut le dire. Voilà. Alors là, si on était en vrai dans un groupe de collégiens, ça rigole autour. Ah bah clairement. Et ça, c'est pas mal. Bah oui. Quand on rigole sur un sujet d'orientation, c'est assez rare. Alors, Alors, on est parti, voilà. Il ne veut pas me prêter son masque. Oui, mais je vous fais gagner un tout petit peu de temps dans la navigation. Voilà. C'est mon masque, je vous le donnerai pas. On est parti. Alors, vous voulez m'installer? Ouais. Hop. Attention. Il nous reste 32 secondes, on va peut-être déborder un tout petit peu, mais c'est pour la bonne cause. Alors, là, les films se chargent. Ouais, parce qu'il nous reste 32 secondes, vous savez, on a un petit compte à rebours. Hop, et c'est parti. Allez-y, rapide. Et voilà. Et si je disais au revoir comme ça? Pas mal. Ah, c'est génial. Ah, c'est topissime. Et je suis dans la montagne, dans un espace sublime.
Et là, je suis avec évidemment un agriculteur qui est sur son ordinateur dans un contexte plutôt coolos. 5 secondes. Eh bien, écoutez, merci à vous. Je remonte mes lunettes de plongée. Merci à vous, Vincent Olivier. J'ai ce masque métier 360 qui permet de donner envie de faire des métiers. J'ai l'air un peu ridicule. Merci de nous avoir suivis évidemment dans Smart Job. Et je termine avec cet objet, effectivement, qui donne vraiment envie de découvrir les métiers. Je remercie Vincent Olivier de m'avoir prêté son outil. Merci à toute l'équipe. Merci à Kylian pour la réalisation. Merci à Saïd Osson, merci à Pauline aujourd'hui qui était avec nous et merci à Carla pour l'accueil invité. Je suis tout décoiffé, je serai là demain. Bye bye.